Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de notre format on-screen, qui est celui qui s'intéresse aux adaptations de comics sur tous les écrans, quels qu'ils soient. Alors on a eu un printemps-été très très chargé du côté des adaptations de comics de super-héros, puisqu'il n'y a que ça en ce moment. C'est encore le mood dominant dans cette industrie, mais vous savez aussi qu'on aime d'autres bandes dessinées, même des romans graphiques, qu'on peut appeler ça comme ça. Et aujourd'hui, on va se retrouver donc pour parler de In Waves, l'adaptation en film d'animation de l'excellente bande dessinée de Eiji Dungo, qui était sortie il y a quelques années maintenant. C'était en 2019 chez Casterman que la première édition était sortie, qui vient donc là d'être adapté en film d'animation par le studio notamment qui a produit la série d'animation Les Culottés de Pénélope Bagieux. Et pour ce podcast, eh bien, j'ai que des gens ultra qualifiés pour nous parler d'animation, puisque avec nous, pour la première fois, Lucia, tu es là. Bonjour. Bonjour. Lucia, tu travailles dans l'animation. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu juste ce que tu fais, te présenter un petit peu, vu qu'on ne t'a jamais eu encore dans First Print et qu'on a le plaisir de t'accueillir? Bien sûr. Alors moi, je suis animatrice traditionnelle 2D, donc je travaille essentiellement dans l'animation 2D. Je fais aussi du layout de temps en temps. Et voilà, donc moi, ça fait 6 ans que je suis dans l'industrie et je suis ravie de parler du film là ce soir avec vous. Avec nous également, il fait son retour, Johan Cavege. Fabuleux auteur de bande dessinée. Moundir 2, bientôt Moundir 3. Alors fantasy aussi accessoirement, mais quand même ouais, c'est ça ton game maintenant. Okay. Le diptyque Moundir quand même, il faut le noter. Non mais voilà, Yohan qui prépare sa future BD tout doucement, mais qui aussi voilà. Je sais que moi la première fois que je t'ai rencontré par ton travail, c'est parce que tu avais fait un petit court-métrage d'animation à Batman, donc tu touches un petit peu ce sujet-là. Ouais, bah moi j'ai fait des études d'animation, on va dire, pas de bande dessinée ou d'illustration, donc c'est un médium et une industrie qui m'intéresse, que je continue de suivre parce que j'ai aussi des connaissances dans le milieu forcément, et voilà, je suis d'autant plus intéressé aussi par les questions d'adaptation de bande dessinée en animation, parce que c'est un challenge un peu particulier, quoi. Comment tu trouves ton identité quand le médium que tu adaptes est narratif et visuel déjà aussi. Donc voilà, très content de parler d'In Waves, qui est une BD que j'ai pas lue par ailleurs encore. Voilà. Ça sera intéressant d'avoir ton ressenti là-dessus. Et notre troisième invité, puisque nous sommes 4 en tout dans ce podcast, Marc de CloneWeb. Salut Marc. Salut. Qui nous revient. Ça fait longtemps que je t'ai pas reçu. Ça fait plusieurs années. T'étais venu nous parler de Masters of the Universe. On avait fait un gros podcast à l'époque là-dessus. De la série animée de Kevin Smith. Ouais, c'était il y a 4 ou 5 ans. Ouais. C'est-à-dire que le temps passe très vite. Marc, donc tu rédiges, je sais pas si tu es rédacteur en chef de CloneWeb, mais rédacteur en chef de CloneWeb et animateur du podcast Happy Hour. Happy Hour aussi. Et en plus, tu nous fais le plaisir de prendre des photos pour nos First Print Awards. Et je suis apparemment le photographe officiel de First Print Awards. On verra si je suis réembauché pour la 3e édition. Mais j'espère bien. Elles étaient très chouettes, ces photos. Je te remercie là-dessus. Et je suis ravi du coup de t'avoir là-dessus, parce que toi aussi t'as un méga nerd d'animation. Tu fais Annecy régulièrement. Je suis pas allé cette année, mais juste pas cette année, mais par hasard. Mais j'avais fait pas mal de choses en préparation, et notamment j'ai rencontré la réalisatrice et Eiji aussi en interview, en préparation. Donc j'ai pas mal de choses à dire sur In Waves. Tu pourras nous en parler, parce que malheureusement moi je n'ai pas eu cette chance ni de rencontrer la réalisatrice ni Eiji Dungo. C'est pas faute d'avoir dit à Casterman, je veux lui parler, j'ai des comptes à régler avec ce bonhomme, mais j'ai pas encore réussi à l'avoir en interview. Surtout que là, il a fait une nouvelle BD qui s'appelle Skating Wilder, qui parle de skate. Donc là, il faut y aller. J'ai cherché, Arnaud. Moi, je veux faire un podcast de 2 heures où on nerdit sur le skateboard, mais bon, j'espère un jour, Eiji, si tu nous écoutes, peut-être que on pourra bientôt se parler. Mais alors justement, pour revenir un petit peu sur Eiji Dungo, donc un auteur américain qui est surfeur aussi, ça c'est super important, qui est adepte des sports de glisse, et qui commence à la base In Waves, cette bande dessinée. À la base, c'est un projet d'études quand il fait ses études de dessin pour raconter l'histoire du surf. Et c'est vraiment un des aspects qu'on retrouve de toute façon dans cette bande dessinée. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose qui est très important dans sa vie, ce qu'il rencontre. Enfin, il y a une copine qu'il a rencontrée assez jeune, avec qui il a une relation amoureuse, et qui va être atteinte d'un cancer. Et au fil des années, Kristen donc va décéder de cette maladie. Et
du coup c'est pas un spoiler parce que c'est même le principe de pourquoi cette BD existe comme elle est aujourd'hui, c'est elle lui dit je voudrais que tu racontes mon histoire dans ta bande dessinée. C'est pour ça que InWaves va se transformer en ça vraiment un très long roman graphique, parce que c'est pas sorti ça a pas été prépublié en single issues aux États-Unis, qui mêle à la fois un récit historique sur les racines du surf, comment ça a été inventé et comment ça a évolué au fil des décennies, et en parallèle donc son histoire et son histoire d'amour avec Kristen, et aussi comment ils ont vécu à deux son combat contre la maladie. Donc ouais, avant de parler du film, je vais peut-être juste savoir justement si vous aviez lu la bande dessinée, est-ce que vous en aviez pensé, Lucia? Est-ce que je me tourne vers toi? Oui, malheureusement, j'ai pas lu la BD. Non, donc je vais parler essentiellement du film, presque comme une œuvre à part entière. Parce que j'ai pas, malheureusement, mais je lirai après le podcast. Je vous juge très très fort, bien entendu. Marc, de ton côté? Ouais, alors moi, je l'ai lu à sa sortie, un peu d'une manière particulière, c'est que elle a été traduite par Basile Begri, qui est un ami. Et que l'on salue, qu'on aime beaucoup. Et c'est un peu lui, c'était un peu sa grosse sortie du moment, et du coup il nous l'a vendu, et un peu par amitié, je me suis plongé dedans, et je l'ai pas relu pour la sortie du film. Alors je l'ai un peu feuilleté pour préparer les interviews que j'ai fait pour Clone Web, mais pour la sortie du film, j'ai essayé justement d'y aller juste avec le souvenir que j'en avais, plus qu'avec une relecture proche pour éviter la comparaison. Du coup, je l'ai lu, mais c'était il y a un peu longtemps. Et t'en avais pensé quoi? Alors moi j'aime bien, j'ai plus accroché à une partie du récit qu'à l'autre, donc j'ai plus accroché à la partie personnelle que à l'histoire du surf, parce que moi c'est pas forcément un sport qui me passionne, et puis en plus il va très loin dans l'histoire du surf, et j'ai un petit peu décroché, mais après je trouve que voilà, graphiquement il y a un vrai style, il y a de vraies idées de narration aussi, puisque le roman graphique est complètement déconstruit. Il commence par la fin, il explique le décès de Kristen, et après il remonte petit à petit dans le temps. Donc tout ça est hyper intéressant. Je crois que on va en parler, mais je crois que je préfère le film au roman graphique. Mais il y a des qualités dans les deux. Très très bien. Et t'avais parlé avec l'auteur alors de sa bande dessinée, ou quand tu l'as interviewé, c'était tout à fait. On a fait. Alors Eiji Dungo est venu à Paris un petit peu avant le festival d'Annecy, et on a parlé de la BD, mais un peu à travers le prisme de l'adaptation. Donc on est resté un peu à distance du truc. On a comparé les deux, etc. Et lui, il est évidemment très content de cette BD. Et effectivement, il a sorti aussi une BD sur le skate maintenant, qui reprend un peu d'ailleurs le même principe de mélanger, puisque il mélange du perso avec l'histoire du skate. C'est évidemment plus léger, plus tranquille, et voilà, mais beaucoup plus léger, alors pour le coup la partie historique est même vachement plus présente. De toute façon on va reparler je sais pas quand ce podcast sera mis en ligne par rapport à un autre, mais en gros on parlera de Skating Wilder aussi sur First Print. Mais oui, il y a la partie histoire du skateboard est beaucoup plus prégnante et importante par rapport au vécu personnel, mais c'est vrai que ce côté rapport au skateboard, en fait, on le voit aussi dans le film d'animation, puisque c'est aussi par ça que la rencontre avec Kristen se fait, quoi. Et juste de mon côté, moi j'ai lu donc moi j'ai lu InWaves en 2020. Je crois littéralement 3 mois après le décès de ma maman d'un cancer, donc ça a été une lecture extrêmement douloureuse. Donc j'ai pris le récit vraiment en pleine gueule, et c'est vrai que j'en avais entendu parler, mais pas forcément, je savais pas du tout en fait de quoi ça parlait. J'avais pas du tout la dimension récit personnel, donc il traînait, j'avais dû le récupérer de la rédac de l'époque, et j'ai lu quoi. Donc ça a été très très compliqué à lire, et j'ai toujours refusé de relire cette BD depuis, parce que elle m'a fait, vraiment elle résonne toujours en moi à cause de ce vécu très très personnel que j'ai, quoi. Mais je l'ai quand même refeuilleté un petit peu après avoir vu le film, pour me rappeler un petit peu des comparaisons avec tout ça. Mais ouais, c'est une BD que je trouve absolument fantastique, parce qu'elle décrit vraiment ça à la fois, c'est une histoire d'amour. Je trouve que l'auteur est vraiment pur en fait dans la façon dont il dépeint ses sentiments pour Kristen, et qui raconte vraiment très bien aussi ce que c'est de vivre aux côtés de quelqu'un qui va de plus en plus mal, et comment en fait, et c'est vraiment ce que le film traduit aussi, c'est le InWaves en fait, c'est le bruit, c'est les vagues en fait qui font des hauts et des bas en fait, et accompagner quelqu'un dans une maladie comme ça, c'est avoir un peu d'espoir, puis rechuter, puis en avoir, et à la fois pour la personne qui est malade et pour celles et ceux qui l'accompagnent autour, quoi. Donc vraiment je trouve que c'est une BD qui est absolument superbe. Donc Casterman vient de la rééditer
dans une édition abordable, parce qu'après la première édition qui était peut-être à 20 €, ils en ont fait une édition cartonnée collector, qui était en plus avec un format très particulier, c'est-à-dire que le dos, enfin la C4 en fait, c'était tranché sur les bords, donc il y avait pas de bout de couverture, tu sais, c'est comme si t'avais coupé le carton en fait. Moi j'aime pas du tout cet effet de fait, et surtout qu'elle était à 45 €, ce qui était vraiment n'importe quoi en termes de prix, mais là elle vient de ressortir, c'était ressorti en poche et maintenant dans une nouvelle édition normale qui doit être aussi aux abords de la vingtaine, donc c'est quand même une lecture qui est super chouette pour à la fois, alors c'est vrai que le côté surf moi m'a pas plus passionné que ça non plus, alors que j'aime beaucoup les sports de glisse, mais juste sur toute la partie histoire personnelle, je trouve que c'est vraiment magnifiquement écrit, et avec cette approche, ce style de dessin qui va vraiment dans les purs, même au niveau du choix des couleurs, c'est 2 couleurs max, c'est des petites nuances de bleu et des nuances plus un peu sépia quand il fait des flashbacks sur l'histoire du surf. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie BD. Mais Johan, je te vois lever la main tel un élève bien poli. Non mais j'allais dire que c'est déjà une qualité qu'a ce film et qu'ont pas toutes les adaptations de comics pour plein de raisons. Là, le fait que ce soit un film contenu et un graphic novel contenu aide, c'est que ça a l'air de vachement bien relancer les ventes de la BD et que les gens ont envie de la lire. Comme j'ai dit, j'ai pas eu le temps de lire la BD avant parce que je pense que j'attendais le bon moment et je me suis pris un peu tard là avant la sortie du film en me disant j'aimerais avoir lu le bouquin avant. Et j'ai pas pu le trouver, enfin pas facilement en tout cas. Il est en bibliothèque, il est emprunté tout le temps. On est passé, on voulait le feuilleter à la Fnac et il était, tu vois, on pouvait même pas le feuilleter, ils avaient plus d'exemplaires. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas consulté. Et il me semble même l'avoir vu dans un moment dans un top vente. Tu vois, en tout cas, il est remonté, donc c'est assez cool. Et un certain site de lecture en ligne est down en ce moment, donc j'ai pas pu le rattraper de manière pas propre. Je n'approuve pas ce message. Bien sûr. Et je suis même pas sûr que tu puisses en plus le trouver, ce genre de choses en général. C'est quand même. Ouais, toi, tu as des. Tu sais naviguer. C'est pour savoir quoi acheter après. Voilà, c'est ça. Tu sais naviguer dans les eaux tumultueuses du web. Mais c'était déjà un gros succès lors de la toute première édition il y a quelques années. Ouais. Ça avait été un gros succès en librairie et critique aussi et public. Quelques mots peut-être sur la réalisatrice que tu as rencontrée, Marc. Ouais, May, que j'ai eu la chance d'interviewer tout au début de sa promo. Moi, je connaissais pas du tout. Elle avait réalisé la série Culottée adaptée de Pénélope Bagieux, mais que j'avais pas vu. Donc, j'y suis allé en découvrant. Moi, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment talentueux et de vraiment passionné par le sujet. Elle a voyagé aux États-Unis. Elle est allée en Californie sur les traces de la vie de Eiji avec lui. Ils m'ont raconté tous les deux avoir fait de très longs trajets en voiture parce que Los Angeles c'est immense, donc quand tu veux aller d'un point A à un point B tu mets 2 heures, donc du coup tu papotes en voiture. Donc ils ont vraiment partagé un truc et elle s'est vraiment inspirée de ça et ça a vraiment servi le film d'aller sur les lieux, de rencontrer les gens. Elle a rencontré la famille de Kristen, elle s'est vraiment plongée dans le sujet et ça je trouve ça vachement bien, ouais. Donc Phuong May Nguyen qui a fait Les Gobelins et qui a fait des courts-métrages et un film qui s'appelle Celui qui a 2 âmes, qui avait remporté un César en fait du meilleur film d'animation. En fait, elle a déjà un gros CV. Moi, je connaissais pas du tout son nom. En l'occurrence, je sais pas si toi dans le milieu c'est une personne qui est connue un petit peu, Lucia. Moi je la connais pas personnellement, je connais la série Les Coyotés qui est sortie il y a quelques années, mais et pareil le film il faudrait que j'aille me renseigner parce que je suis pas au courant, donc je suis toujours contente de découvrir de nouvelles personnes. Et elle était que autrice graphique dessus, donc je sais pas qu'elle était pas réalisatrice. En fait, en termes de long métrage, In Wave c'est son premier long métrage. Elle avait fait un court en 2015 qui s'appelle Chez moi, qui là aussi avait été récompensé. Et je crois que ça c'est intéressant aussi parce que In Wave c'est pas elle qui a proposé l'adaptation directement ou qui a connu Eiji Dungo avant où l'adaptation serait venue d'une envie commune. Je crois que c'est sa productrice qui a amené le projet et que c'est en théorie un projet de commande qu'elle a dû se réapproprier. Ouais. J'avais entendu une autre interview où elle en parlait. Alors elle avait déjà lu la BD avant.
Oui, parce que quand tu regardes de certains sites, c'est dit qu'elle a lu la BD, que elle l'a découverte à Angoulême en fait. Que ça l'a ému, que ça l'a ému. Ouais, bien sûr. Mais c'était pas son plan pour elle de l'adapter avant que l'opportunité se présente en fait. Donc je pense que ça a dû être un taf assez intéressant de se réapproprier pas que un projet, mais aussi de rentrer dans la vie de cette personne, je pense pour. Ouais, et c'est d'autant plus exact qu'elle expliquait en interview que elle a même hésité à accepter le projet. Ces productrices sont effectivement allées la voir avec, on a les droits, on a envie de faire un film, tu l'as lu, tu trouves ça super. Elle l'a fait, mais c'est difficile parce que c'est une histoire très personnelle, c'est encore très frais. Les événements datent des années 2010-2020. Ouais. Donc on est vraiment sur quelque chose d'encore très présent, quoi. C'est pas une histoire qui date. Et elle a pas mal hésité, je crois, à se lancer dans le truc. Et bon, elle a bien fait. Moi, je trouve qu'elle a fait un travail remarquable. Oui, puisque même pour Edgy Dango, enfin, cette histoire-là, elle est très récente, en fait. Et c'est ce que je trouve même d'admirable dans cette BD, c'est d'avoir réussi à le coucher sur papier, alors que il l'avait vécu, enfin, il le vit très certainement encore aujourd'hui, quoi. Donc, il y a quelque chose aussi de très courageux, d'accepter aussi que cette histoire, effectivement, qui lui est personnelle, soit adaptée dans un film qui potentiellement peut être vu par le monde entier. Et après, il y a un côté très universel aussi dans le message un petit peu qui est véhiculé. C'est pour ça, je trouve que de toute façon, l'histoire, même la bande dessinée est réussie, c'est que voilà, ça peut parler à n'importe quelle personne qui connaît une personne qui a vécu ce genre d'épreuve ou qui a été proche d'une personne atteinte de cette maladie peut vaguement capter ça, quoi. Mais alors, pour parler un petit peu du film en tant que tel, qu'est-ce que vous en avez? De toute façon, on va dire, on va pas faire d'habitude dans ces podcasts, il y a une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Là, je pense que ça a pas trop il y a pas de spoil à avoir. Kristen est décédée. De toute façon, c'est l'histoire d'amour. C'est le début de la BD. C'est le début de la BD et c'est vrai que techniquement c'est la conclusion du film, mais voilà, c'est quand même le postulat. Donc il y a pas d'élément de surprise ou quoi que ce soit à gâcher. On sait un peu vers où on va, mais c'est là clairement c'est vraiment un peu le voyage qui importe plus que la destination. Mais Lucia, je me tourne vers toi. On va commencer par toi. Est-ce que tu peux un peu nous dire ce que tu as pensé du film en général, puis de toute façon après la discussion on ira sur tous les points. Bien sûr. Alors le film est extrêmement touchant, très joli. Même et j'aime bien qu'il y a une dualité entre le film et puis j'aurais voulu voir un peu plus l'élément histoire du surf qu'ils ont essayé de mettre, mais malheureusement avec un film t'as moins de temps, donc moins de il y a un peu moins de ce que j'aurais voulu voir par rapport à l'histoire du surf et à la pertinence par rapport à cette histoire d'amour tragique. C'est un film très touchant, j'ai évidemment pleuré. C'est un film très beau. Je suis très méfiante des films qui mélangent 2D, 3D, et je trouve que c'est relativement bien fait. C'est très joli, les couleurs sont très belles. Il y a 2-3 trucs d'expressivité des personnages qui manquent à certains moments, mais vraiment, pour un film comme ça, j'ai été extrêmement touchée et les personnages sont très bien designés. Le travail graphique est exceptionnel. Mais je reste sur ma faim. Et ça me donne extrêmement envie de lire le bouquin parce que je trouve le film gratte la surface. Non seulement il y a l'histoire du surf que j'ai mentionné, mais surtout de AJ et Kristen j'ai envie d'apprendre à connaître Kristen plus. Enfin, je veux voir plus de leur histoire d'amour. C'était limite bien trop court. On a à peine le temps d'apprendre à connaître les personnages que ça se finit parce que bon le propos du film ça reste quand même la mort. Enfin, et donc je trouve il y a beaucoup de temps dédié à cette fin là. Et j'aurais voulu voir plus de vie. Mais c'est un film que je recommande à beaucoup de gens et exceptionnel. Donc moi je ressors émue, mais limite je suis contente d'avoir un livre à lire après parce que j'ai envie d'en voir plus en fait. Voilà. Mais c'est vrai que quand toi tu vas voir un film d'animation, t'arrives à te détacher un peu aussi de ton côté professionnel où t'es quand même toujours aussi dans l'analyse de ils ont fait ci comme ça. Je le dis mais j'y arrive pas. Enfin c'est même là je me suis dit je vais pas parler mais évidemment que je vais toujours je travaille dans l'animation parce que je suis c'est une obsession. Enfin évidemment que la beauté d'un film ou ma sensibilité graphique qui est évidemment personnelle et voilà à chacun. J'ai beaucoup de mal, évidemment, mais je pense que c'est aussi peut-être une force. C'est à quel point, pourquoi utiliser le médium de l'animation? Pourquoi? Parce qu'ils auraient pu faire un live action, en fait, finalement, de cette BD.
Je dis pas que je pense que c'est très bien que ça a été fait en animation, mais donc évidemment pour moi c'est un choix. C'est pourquoi la 3D, pourquoi ne pas garder un graphisme plus proche de la BD, pourquoi autant de couleurs alors que de ce que je connais de la BD c'est du bleu et du sépia et du voilà. Donc évidemment moi ça participe au film. C'est un film qui est extrêmement coloré malgré les thèmes très graves. Voilà, donc évidemment, oui, je peux pas mentir et dire que le graphisme et la fabrication de films, et j'arrive pas à m'en détacher parce que pour moi, c'est intrinsèquement lié à l'histoire que je veux raconter. Bref, voilà, je me suis un peu... Non, mais bon, ça m'intéresse vraiment. C'est toujours intéressant d'avoir le regard. Bah oui, parce que t'es spectatrice, mais comme t'es aussi dans ce milieu-là, forcément, t'as un regard qui est différent de celui que je peux avoir, ou même de Yohan, qui au final, lui... a préféré se contenter de faire des dessins sur le papier qui c'est pas animé, hein, tu peux dire, voilà. ça bouge pas trop, quoi. À la limite, un flipbook de temps en temps, si tu veux te motiver. Ça demande beaucoup de dessins, beaucoup de répétitions. Bah, en même temps, c'est le propre de l'animation aussi. Il fait des teasers de temps en temps. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, une fois qu'il sort une BD, il va faire un peu d'animation pour le trailer. Ouais, mais de plus en plus, j'embauche, tu vois. Donc, c'est vraiment pas, c'est plus trop mon bel l'anime. Mais t'embauches Lucia, genre. Ouais, par exemple. Pratique. Marc, de ton côté, ouais, toi aussi ton ressenti. Moi, j'ai vachement aimé. Comme je disais, j'ai lu la BD, mais il y a vraiment longtemps, donc je suis parti. J'en avais oublié une très très grande partie. Donc c'était vraiment de la découverte quand j'ai vu le film. Et moi, je trouve l'histoire hyper touchante. Je me suis vachement impliqué dans les personnages, effectivement, même si, comme tu disais, peut-être que ça manque un peu de matière par-ci par-là. Je me suis vraiment projeté dans leur histoire, dans le début de leur histoire. Moi, j'adore ces histoires de coming of age, l'adolescence, tu vois. Ça me rappelle que j'ai été jeune il y a quelques années. Et puis c'est vachement beau. Voilà, il y a un très beau travail. Effectivement, c'est toutes des questions. Ce que tu disais, Lucia, c'est toutes des questions de choix. Donc ils ont fait le choix de le mettre en couleur, de le faire en 3D. Mais je trouve la patte est hyper intéressante. Les décors qui sont quasiment peints façon artwork, c'est un petit peu à la ce qu'a fait DreamWorks sur le chapeauté, ce genre de choses. Et la 3D qui est très discrète quelque part, où ça marche très bien. Ça leur a permis aussi, moi je trouve qu'il y a un boulot zinzin qui est fait sur l'eau. Je trouve les vagues absolument magnifiques, alors que c'est pas forcément simple à rendre. Non, et puis tout ça, c'est en plus par un studio dont c'est, je crois, le premier long métrage. Donc chez Silex, ils venaient du cours de la série, du petit format. Là, il y avait un truc très différent à faire, donc chapeau, quoi. Et Yohan, moi, je trouve que c'est toujours un peu difficile à critiquer, ou en tout cas, même de savoir quel regard critique avoir sur des œuvres qui sont déjà basées sur des histoires vraies et qui sont des espèces de témoignages, tu vois, aussi sincères, aussi crus, parce que t'as quelque chose de je peux pas critiquer l'intentionnalité ou la sincérité du récit, donc les émotions qui sont montrées, qu'elles me touchent ou pas, je vais avoir du mal à être trop véhément, ou savoir si ça me touche parce que c'est vrai, ou est-ce que parce que c'est bien montré, est-ce que c'est parce que je me projette, est-ce que parce que l'effet de bande dessinée ou de film a été réussi. Donc sur le film, j'avoue, je ressors sans trop savoir quoi en penser. C'est pour ça que je vais vraiment aussi me concentrer, comme j'ai pas lu la BD, vraiment sur le film, en considérant que c'est pas, je ne juge pas le travail d'Eiji Dongo et la manière dont lui a retranscrit, mais sur les choix qui ont été faits dans l'adaptation. Et j'en ressors un peu mitigé. Alors que tu sors de ce podcast. Mais non, mais c'est j'ai quand même eu ma petite larme et tout, tu vois. Même à quel moment c'est tout l'enjeu, c'est à certains moments que je trouvais d'une simplicité et d'une honnêteté assez folle. Par exemple, une scène où tout le monde est sur le parking, le parking de l'hôpital, si je dis pas de bêtises, après avoir appris que non, vraiment, Christiane va pas s'en sortir, il me semble, et qu'elle dit quelque chose de tout bête, elle dit à AJ que c'était beau ce qu'ils ont eu, quoi. Ouais. Une sorte de résignation. Elle dit "It would have been beautiful".
Un truc comme ça. Ouais, mais je l'ai dit en anglais parce que LJ et tout, mais le film en français, il y a une résignation. Elle dit que ça aurait été beau. Et c'est ça qui. Non, pour moi, elle dit ça aura. Ça a été beau. Oui, c'est ça. Elle dit ça a été bien ou ça aurait été beau. Ah, j'aurais trouvé ça aurait été beau plus. Non, justement, elle dit. C'est vrai. On a eu une belle histoire. Mais c'est ça pour moi. C'est pour ça que c'est encore plus. Bah oui, pour moi ça marche. Il y a une acceptation de la fugacité du moment dans un truc très réel. On est assis sur un parking, ça en fait pas des caisses, tu vois. Ça me ravage. Et je trouve que le film a d'autres moments où en tout cas bascule, alterne avec des scènes qui ont une certaine forme de lourdeur, soit parfois dans la symbolique, soit parfois juste vraiment dans la manière dont elles étaient mises en scène, pas aidé par, je trouve, même si la technique du film est très intéressante, un certain manque d'expressivité dans les personnages quand ils sont cadrés d'un peu loin, et aussi un doublage qui pareil est plutôt bien casté, mais que je trouve parfois manque un peu d'émotion. Je trouve que le film a une espèce de retenue, une élégance qu'à mon avis il a voulu respecter de la BD, mais que dans le médium cinématographique il m'aurait fallu peut-être, je sais pas, un peu plus de corporalité, un peu plus de petits détails, un peu plus de petits bafouillements, d'hésitation quand les gens parlent, je sais pas, pour que j'y croie un peu plus. Il y a quelque chose d'assez propre dans ce film, dans sa direction artistique, dans sa mise en scène, qui me laisse à certains moments un peu à distance. Pour autant, j'encourage à voir le film, et il m'a donné envie de lire la BD et de voir, on va dire, le matériel d'origine. Donc voilà, je peux que le conseiller. En plus, un film d'animation français qui adapte un graphic novel comme ça, ça reste une anomalie. Je pense que tout film d'animation intéressant fait en France doit être vu pour soutenir l'industrie, celui-ci particulièrement. Oui, puisqu'on a un été particulièrement chelou, puisqu'on a à la fois In Waves qui sort, qui effectivement donc et qui est fait en France, qui adapte une BD américaine, mais qui est fait en France. T'as Jim Queen à l'autre, alors c'est vraiment à l'autre spectre du film d'animation, mais qui est aussi un truc fait par des Français, mais alors qu'il est dans une comédie trash sur le milieu gay parisien, muscu, apparence et tout ça, mais qui est aussi super cool. Mais c'est vrai que on vit un bon moment, je trouve, en termes de propositions de cinéma d'animation pour adultes, parce que par contre je crois que pour les gamins il y a plein d'autres trucs qui sortent en ce moment, mais qui m'intéressent pas autant. Je crois qu'il n'y a pas de patrouille, mais voilà. Oui, il y a pas de patrouille. Il y a eu les Mignons. C'est vrai qu'il y a les Mignons et Toy Story 5. Je t'avoue que je suis absolument plus ces licences. Non, mais c'est une belle année pour l'animation. Ils ont formé les L5 quand même pour pas de patrouille. C'est vrai. Et ouais. Pour de vrai. C'est quoi? Ouais, elles ont fait un single pour le film. Oh wow. Voilà. C'est un peu un signe de notre époque, un peu de la fin des temps qui s'annonce. Ouais, donc vous, la direction artistique du film vous a plu. Alors c'est vrai qu'il y a un mélange alors de 3D. Moi, je trouve qu'on le ressent pas du tout, le fait que c'est de la 3D, parce que justement ils essayent quand même un petit peu de coller au style de Django. Ça se voit beaucoup plus sur les séquences de flashback, enfin les séquences juste, alors qui sont pas une histoire du surf en tant que telle, mais qui en reprennent des éléments, et qui là pour le coup c'est vraiment le style de Django en fait qu'ils ont adapté. Vous pensez que ça aurait pas pu fonctionner si tout le film avait été comme ça, c'est-à-dire vraiment en pur 2D et avec très peu de couleurs utilisées? Alors moi, je pense que personnellement, j'aurais préféré d'avoir en 2D, surtout pas pour faire exactement son style, parce que c'est vrai que c'est intéressant quand tu changes de médium, de justement repenser l'art graphique. Et évidemment, la direction artistique qu'ils ont pris pour le film, et je trouve ça très joli. Mais je pense que pour autant pour parler de la mer, pour parler il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de beaux paysages et de toucher. C'est très ancré dans la réalité. Et je trouve que justement, alors étonnamment, la 3D, je la trouve très légère. Elle manque de poids. Les vagues sont très belles, mais très plates. Il n'y a pas beaucoup pour un film. Et le seul moment où j'ai trouvé les vagues très très jolies, c'était, spoil, elle est à l'hôpital. C'est très épuré. J'ai beaucoup aimé cette scène. Et on la voit s'enfoncer dans son...
sa couverture devient une vague. Et il y a un élément très 2D et on sent vraiment le travail du mouvement, alors que à d'autres moments, quand il surfe, c'est très rigide, pour moi en tout cas. Et je trouve que pour ce film-là, pas que la 3D n'est pas pertinente, mais encore plus vu le graphisme du comics, enfin du roman graphique. Oui, non, mais du comics. C'est pas un gros mot. Le grand débat. Ouais. C'est pas un gros mot ici. Pour moi, c'est dommage enfin pas dommage. C'est moi évidemment ma sensibilité j'aurais adoré voir ça en mouvement. Enfin évidemment, moi le nombre de fois où je vois des BD et j'ai envie de voir ces dessins-là bouger. Et puis ces sensibilités, ces expressions-là, c'est vrai que avec la 3D et puis évidemment le budget, le temps, les équipes, il y avait une élasticité qui manquait peut-être un peu vu les conditions, enfin voilà, les expressions, la tristesse, le deuil, même la joie. Je me permets de ce qu'on en a dit, c'est là pour le coup, je sais pas qu'est-ce qui a motivé le choix d'avoir une direction artistique complètement différente de l'album, mais peut-être justement ce rapport de c'est une histoire tellement personnelle que ça crée une distance et une réappropriation aussi. Tu vois, de faire un film qui a une esthétique très différente. Tu vois, est-ce qu'il y aurait pas eu quelque chose d'un peu étrange de refaire exactement la BD, sauf que cette fois c'est pas vraiment fait par AJ, par rapport à se dire on fait un film qui a quand même sa propre identité graphique. Pareil, pour le coup, des formations professionnelles, moi aussi j'ai toujours l'envie de voir des traits de bande dessinée adaptés. En plus c'est une bande dessinée qui est très marquée graphiquement, donc on serait tenté de dire bah ça suffit, c'est presque même plus simple d'une certaine manière, tu vois. C'est que du mouvement, mais il y aurait pas de compositing, il y aurait pas d'effet de lumière à bosser, mais en tout cas, je l'ai reçu comme une envie de dire, on peut pas faire un récit aussi personnel, on peut pas refaire une Waves de la BD, donc on va faire autre chose. Et pour moi, ça se traduit graphiquement, quoi. Oui. Alors le seul truc, c'est que dans ce cas-là, pour les parties 2D, je trouve qu'il y avait un peu moins d'amour, elles avaient un peu moins de temps à mon avis, et que justement, c'était un peu, il y avait la 3D qui hyper fournie, et les parties qui ressemblaient à la BD étaient un peu moins, voilà, c'est celle de l'histoire du surf. Oui, celle de l'histoire du surf, et il y a plein de moments dans le film où on voit AJ croquer au crayon papier et avoir de la matière et travailler la matière, parce que tu comprends, moi je trouve ça hyper intéressant. Ce qui l'intéresse, c'est la matière. Enfin, il y a toute une scène où il regarde l'arbre et en fait il dessine le bois et les lignes dans le bois qui ressemblent à la vague. Et pour moi, on a tellement une source material tellement riche, et on a un peu tout abandonné. Je dis pas qu'il faut faire exactement ça, c'est juste qu'on avait tellement j'aurais voulu en voir un peu plus de cette matière-là, de cet amour de la technique, quoi. Enfin bref. Ouais, mais je pense qu'ils ont eu une envie de travailler la matière qui était différente, justement, qui était encore une fois, c'est même pas pour le défendre, je préfère le trait de AJ Dungo que l'esthétique du film, mais je pense qu'il y a eu une envie de travailler la matière justement plus par la lumière, par ses filtres, par ce travail sur la mer, et peut-être aussi pour plus facilement créer une distance avec son trait, pour que toi, quand en tant que spectateur et que tu vois l'expérience du film, si en plus t'as pas le contexte, il y a des gens qui iront voir ce film sans savoir que c'est adapté d'une BD, qu'aussi ils voient ok, donc quand le personnage qui est un dessinateur dessine, le trait ressemble à ça, pour le séparer entre guillemets de la diégèse du film. Il y a peut-être un truc aussi je pense que c'est pas dérangeant d'avoir le même style à l'intérieur de ses dessins à l'extérieur, mais ça peut peut-être aider tout bêtement à une distanciation et à aussi donner au personnage sa propre spécificité dans sa manière de dessiner et tout ça. Ouais. Et puis les couleurs sont sublimes par ailleurs, donc finalement faire ça en couleur, ouais, on y gagne avec la couleur. Oui. Il y a du boulot quand même. Moi j'aime bien le fait que la BD et le film soient complémentaires, parce que comme vous, moi en tant que nerd graphique, j'aurais adoré voir les traits de AJ Dungo s'animer et tout, mais mon côté pragmatique me fait dire que c'est invendable en long métrage d'animation. Le grand public, c'est pas du tout son délire, donc ça aurait pas marché. Et puis tant qu'à chambouler l'histoire, te dire que tu vas le final, parce que je sais pas si on l'a dit, mais le film est raconté chronologiquement, alors que la BD ne l'est pas. C'était ma question, c'est pas structuré pareil, et il y a des vraies coupes, c'est pas une retranscription parfaite de l'album. Donc il y a vraiment des choix qui sont faits par rapport au truc. Moi j'aime bien cette notion de complémentarité, et vous verrez, puisque tous les deux vous avez pas lu la BD. On y court, on doit le faire. Ça pourrait être un reproche, mais ça en est pas un, parce que vous allez découvrir un truc en plus, et vous allez redécouvrir l'histoire d'une autre manière, et moi je trouve ça hyper intéressant comme dans le comics traditionnel, quand tu
quand tu lis, je sais pas, les aventures de Miles Morales et que tu lis et que tu regardes Spider-Verse à côté, il y a à la fois une complémentarité, ça te donne envie d'aller lire la BD, et en même temps, t'as un truc à l'écran qui est un peu cool, quoi. Et je pense qu'il y a un peu la même logique derrière. Toi, t'as été satisfait de cette approche alors? Ouais, moi j'aime bien tout ça. J'aime bien les choix. J'aime bien le fait qu'ils se sont dit voilà, c'est pas notre histoire, on va faire ça différemment parce que, et puis aussi parce que probablement pour ce que je disais avant, c'est que je pense que c'est compliqué à vendre même Mais je suis d'accord avec toi. Le récit, s'il avait été dans le même ordre que la BD, c'était un peu ça faisait un peu truc à la Christopher Nolan imbitable. Non. Voilà, moi j'aime bien la complémentarité des deux, je trouve ça hyper intéressant. J'ai perdu le fil de ta question. Si tu avais apprécié juste ce choix moi, j'aime bien. de 3D. J'aime bien la couleur, j'aime bien la lumière, le côté très Californie ensoleillé, je trouve que ça marche hyper bien. Et puis ça permet 2-3 petits trucs un peu graphiques. Alors pareil, on est un peu dans le terrain du spoiler, mais il y a des scènes où la mer est rose. Elle abandonne le bleu pour faire de l'eau quasiment rose. Je trouve ça très joli à l'écran, ça rend bien. Non, moi je trouve ça cool. Mais c'est vrai que c'est vachement intéressant quand tu dis qu'elle est partie là-bas en fait, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté peut-être photographie. Alors photographie d'époque parce qu'on est quand même à une autre époque, parce que c'est quand c'est leur adolescence, et je pense que le côté très coloré essaie aussi de donner une ambiance un petit peu pas nostalgique mais mélancolique aussi peut-être même de cette époque. Et parce que comme tu l'as dit, oui, c'est clair que l'introduction, la rencontre, on s'envoie des messages, on se rejoint un peu en loose day dans le jardin quand les parents sont partis, tout ça. Voilà, enfin ça rappelle forcément, je pense ça rappelle à n'importe quel adulte son adolescence, les premiers émois avec une autre personne, et t'as vraiment ce feeling un petit peu rétro en fait qui te ramène à ta propre adolescence et qui te permet de t'identifier quand même au personnage et à l'histoire, et à t'intéresser à ce qu'ils ont vécu, parce que après sauf si vraiment si vous n'avez pas eu de chance dans votre vie, mais on a tous eu un moment une histoire d'amour un moment un autre de notre vie, quoi, ou en tout cas des rencontres et tout ça. Je sais pas, enfin tu vois, même dans la scène de la boum en fait, c'est aussi très tu t'y sens aussi, quoi. Et c'est vrai que cette scène-là dans la BD, elle est faite avec l'approche monochromatique, ou bichromatique, et ça rendrait pas du tout la même chose en animation si on l'avait rendu tel quel. Pour le coup, je suis super d'accord avec Marc sur juste un aspect très pragmatique. C'est bon, on va faire un film d'animation pour adultes en France. Déjà, tu pars quand même dans ce secteur-là. Généralement, tu pars pas avec. Déjà ça, c'est galère. Voilà. Et qui a envie de s'exporter quand même, j'imagine, tu vois, dans un second temps. Donc. Mais déjà, voilà, t'as deux facteurs qui te disent ça va être compliqué. Mais si en plus tu dis on va suivre un parti pris artistique minimaliste, déjà très très très. Qui est très radical en tant que tel. Oui, effectivement, là, t'as le studio qui dit, en fait, nous, on veut vendre quand même des places de cinéma, quoi. On veut faire un film pour qu'il soit un minimum vu, parce que sinon, c'est pas très intéressant. Donc, j'entends parfaitement cet aspect très pragmatique avant même d'être une décision artistique, en fait. Oui, mais de toute façon, je pense qu'en vrai, quand on se plaint du fait que parfois l'animation reprend pas le style de la BD, c'est parce que, tu vois, c'est quand on voit les adaptations d'ici qui pendant 10 ans avaient la même tronche et que c'était pas hyper satisfaisant. Je pense que quand le choix est assumé et qu'il est bien fait, il y a pas à se plaindre. Et en effet, il y a un côté complémentaire qui est très chouette, quoi. D'autant plus que le dessin s'éloigne pas foncièrement, enfin c'est pas un dessin qui est radicalement différent non plus. C'est pas, tu reconnais quand même le trait de l'auteur dans ce passage à la 3D. C'est pas non plus comme si d'un coup ça avait été des personnages gros nez façon Astérix, tu vois. C'est pas ce style là où là t'aurais vraiment fait attends, il y a un problème parce que ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai déjà vu. Mais c'est vrai que l'autre point à aborder effectivement, c'est cette construction chronologique, puisque la BD en fait ça n'a vraiment rien à voir, puisque on arrive très très rapidement au décès de Kristen, et après on reconstruit étape par étape en fait cette relation, ce qui a aussi cette force dans la BD qui puisque tu te rends compte à quel point elle a été importante pour l'auteur, et à quel point c'était une histoire d'amour très très forte, et c'est pour ça que ça te détruit encore plus émotionnellement parlant. Mais
sans pour autant vouloir faire des scuds à Christopher Nolan comme Marc l'a fait. Ouais, pardon, c'était gratos. Ouais, non, mais voilà, tu sais, j'ai déjà assez de haters comme ça, j'ai pas besoin d'avoir les fans de Nolan qui viennent m'attraper la veste avec tes hot takes là. Mais voilà, eux, ils font aussi ce parti pris de on va raconter tout de toute façon chronologique. Est-ce que, je te pose d'abord la question à Marc, vu que toi, t'avais quand même un peu ce souvenir de cette construction des pareils, tu trouves que c'est fait à l'avantage du film ou aussi avec un côté très faut être pragmatique, on va au plus simple, ou est-ce que on aurait peut-être, parce que sans vouloir faire effectivement un Tenet, on pouvait faire aussi une construction un petit peu pas chronologique en fait, et d'avoir des scènes de genre les rencontres, tu vois, on pouvait faire la relation au présent avec l'hôpital, avec la maladie, tout ça, et puis intercaler les flashbacks des rencontres, du vent qui se prend à la boum au premier et dans les matchs, et puis la scène du premier bisou par exemple. C'est une bonne question. Moi, ce que j'aime bien dans le fait d'être raconté chronologiquement, c'est l'effet de surprise. Parce que je sais pas si vous connaissiez l'histoire quand vous êtes allés le découvrir tous les deux. Oui, on savait à quoi s'attendre. Vous saviez à quoi vous attendre. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent pas. Oui, qui ont peut-être l'espoir qu'elle s'en sorte. Qui a vraiment, ouais. Et même moi, que je me suis laissé, quand je l'ai vu là, le film en juin dernier, avec, même si j'avais en tête effectivement un peu la BD, en tout cas les souvenirs qu'il en restait, je me suis dit non mais ça va bien finir. C'est un film d'animation. C'est coloré, c'est cool. Ça va bien finir. Et il y a un peu cet effet de surprise que je trouve intéressant. Mais même si, je me permets, on dit chronologique, mais le film, assez tôt, te suggère te met quand même des petites scènes dans le présent et te suggère peu à peu, il avance que, on retrouve le personnage seul et que potentiellement, voilà. Il en fait pas mystère non plus, mais il y a pas de mystère, mais il y a un peu un côté mystérieux parce qu'il y a des flash forward, en fait, par rapport à la chronologie principale, où on voit le personnage d'Eiji dans un van au bord de la plage tout seul à dessiner, et on sait pas très bien où ça se cale chronologiquement. On comprend que c'est après. Donc il y a quand même un tout petit effet de construction. Mais moi j'aime bien. J'en avais parlé avec la réalisatrice Mei et même avec Eiji. J'aime bien le fait de dire aux gens, regardez le film et lisez la BD après. Et je trouve que c'est un bon ordre qui fonctionne bien. Ça marche moins bien dans l'autre sens parce que si tu regardes le film en premier, t'as l'effet de surprise du récit, et puis tu lis la BD qui vient comme un complément, qui vient rajouter des choses en plus, des éléments. Donc vraiment, c'est que du bonus après. Moi, j'aime bien cette idée-là. Un commentaire là-dessus. Sans avoir lu la BD, je suis un peu d'accord aussi, parce que moi, la raison pour laquelle j'avais pas lu In Waves pendant longtemps, juste il était pas arrivé entre mes mains, mais je sais que j'en avais on va dire la certitude que ça allait être lu un jour, parce que c'est quand même devenu un classique assez instantané de la BD contemporaine américaine. Donc je me disais il sera toujours en bibliothèque, je trouverai toujours un moment pour le lire, mais aussi parce que j'avais une certaine peur, je pense, tu vois, du côté vraiment un peu le classique roman graphique moderne. Alors je sais plus quel éditeur, c'est pas Ronan Quaterly, tu vois, mais le côté un peu mélo, peut-être un peu facile. Encore une fois, je dis ça un peu méchamment alors que l'histoire est sincère, tu vois, mais je me disais je vais lire une histoire qui va être triste, qui est faite pour me raconter la mort de cette personne, et je vais pleurer à la fin. Et donc je pense que j'avais peur finalement de pas être surpris en lisant le bouquin. Donc là, de ce que vous en dites, déjà ça me chauffe pas mal juste de découvrir comment il l'a construit, et j'imagine que ça aide. Enfin, ça fait partie de la particularité du livre, et qui en effet, moi, et peut-être quand je parlais de certains trucs un peu plus classiques, un peu plus en retenue dans le film, cette structure plus classique, plus linéaire en tout cas, et peut-être quelque chose qui fait que moi le film m'a jamais surpris, tu vois, dans sa construction, dans ce qu'il montrait, dans l'enchaînement des scènes, peut-être dans une volonté aussi d'être assez intemporel dans les souvenirs qu'il choisissait de montrer. Tu vois, que t'aies la rencontre pour que tout le monde se dise moi aussi j'ai un peu eu ce genre de rencontre, ce genre de crush, que t'aies la dispute un peu obligatoire de genre on n'a pas forcément les mêmes envies là dans un contexte précis, mais tu vois, de genre lui qui va sacrifier son boulot et elle qui dit non, faut pas que tu fasses ça et tout. Il y avait des espèces de moments qui, quasiment dans une comédie romantique, finalement auraient pu avoir quasiment la même construction si t'enlèves le côté mélo à la fin. Et je trouve qu'en plus de ça, le film avait peut-être une tendance à, par des petits détails, vraiment à mettre en scène, à peut-être rajouter une petite surcouche qui moi je trouvais rendait des scènes qui
a priori se sont vraiment passées, les transformer en scène de cinéma un peu plus grossière. Je peux donner un exemple. Bah oui, bien sûr. Ouais. La scène où ils reviennent de New York et où elle se rend compte en lisant sur son ordinateur qu'il lui a menti, qu'il lui a caché, qu'il a refusé un boulot pour passer plus de temps avec elle. Et en gros, c'est une scène où, alors, je crois que c'est lui qui lui ramène des donuts. Et tu vois, moi, je sais pas comment s'est passée la scène en vrai. Je sais pas comment s'est passée la scène dans la BD. Ce que je vois dans le film, c'est le truc un peu classique d'elle dit tu m'as menti. Elle s'en va en courant. Lui, il lâche les donuts. Il la poursuit et t'as un plan sur les donuts qui sont tombés par terre, tu vois. Et j'ai eu un truc j'imagine que dans la vraie vie, il a posé les donuts et ils ont parlé et c'était une discussion hyper à cœur ouvert, tu vois, j'en sais rien. C'est ces petits moments-là et la manière dont ils sont montrés dans le film que je trouve, encore une fois, un poil lourd, dans quelque chose qui je sens a envie d'être extrêmement fin et qui est sûrement basé sur un matériau d'origine qui est peut-être un peu plus. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne sans l'avoir lu. Lucia, sur la chronologie du récit, toi, tu as apprécié d'avoir cette construction étape par étape, sans faire d'aller-retour vraiment entre les différentes temporalités. Alors, moi, je pense que si c'est bien fait, les deux me conviennent complètement. Je pense que le côté chronologique, alors, le seul découpage, je vais revenir là-dessus, de l'histoire du surf, et au tout début, quand j'ai dit je restais sur ma fin, moi, je trouve que finalement, il n'y a pas énormément d'infos sur l'histoire du surf. Et donc, ces petits passages, voilà, sont jolis, mais apportent pas grand-chose à l'émotion du film. Et à côté de ça, le côté chronologique, j'ai à peine le temps, voilà, comme j'ai dit avant, d'apprendre à connaître surtout finalement Kristen, parce que c'est elle qui aujourd'hui n'existe plus, enfin, à part dans les souvenirs et dans les œuvres. Et on a passé beaucoup de temps sur le côté un peu teenage movie du début de la rencontre, mais moi ce que j'aurais adoré avec le côté chronologique, c'est de vraiment en fait de tomber amoureux en même temps qu'AJ. Pour moi, c'est un peu le deuil que j'ai fait pendant le film. C'est bon, il y a cette tristesse avec la mort de Kristen, mais c'est aussi mais on voit pas grand chose, on la voit beaucoup apporter à AJ, mais je la vois pas il manquait quelques scènes, je pense, soit de vulnérabilité en plus, soit de quotidien, sans forcément la maladie, ou des choses. Là, c'était comme tu disais, Johan, il y avait des côtés très Hollywood. C'était étape par étape, en mode, il y a l'espoir du début, il y a le meet-up du début, le teenage movie du lycée américain. Il tombe amoureux, il y a le cancer, après on pense que c'est guéri, après ça revient et ensuite c'est juste tu chiales. Ce qui est bien, hein, des fois ça fait du bien de chialer, mais c'est vrai que moi j'ai envie qu'un film, évidemment pas tout le monde a la même vient voir le film avec la même mentalité. Moi je savais comment ça allait se finir. Et moi ce que je veux d'un film comme ça, c'est que pendant le film j'ai envie d'oublier. J'ai envie qu'on me fasse oublier que cette femme malheureusement ne va pas survivre au film et il n'y a pas une seule seconde où je ne savais pas comment allait se finir le film. Et c'est un vrai... Je sais pas si c'est une réponse à la question de chronologie, mais pour moi, c'était, oui, quitte à faire de la chronologie, je veux en voir plus. Enfin, en fait, vraiment, je veux voir... Chronologie, c'est construction. Je veux voir cette construction et je trouve que il manque quelque chose. Il y a un vrai coup de foudre qui est assumé où il tombe amoureux très vite. Ça peut être assez cute, mais c'est vrai que peut-être du coup, c'est peut-être leur quotidien avant que la maladie arrive. Oui. Alors après, je pense que la maladie arrive très vite et ça fait partie du tragique, tu vois, aussi. Ils ont à peine le temps de s'imaginer qu'il va peut-être que peut-être, il y a une vie à construire que ce truc-là arrive, quoi. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il manque un peu de quotidien et il manque un peu de... Alors c'est difficile à faire parce que c'est AJ qui raconte son point de vue et comment il avait... En fait, concrètement, l'histoire, c'est pas trop... On en avait parlé un tout petit peu avant avec Lucia, pour être honnête. C'est pas trop je te laisserai développer là-dessus. La vie de Kristen, c'est plutôt vraiment le point de vue de comment il gère son deuil et comment il gère la partie avec la maladie et son deuil. Mais donc on est très proche de lui, on est très proche des moments à deux, mais beaucoup dans ce qu'elle lui apporte à lui, que ce soit le surf, que ce soit du réconfort. Donc dans quelques petits débats, quelques petites discussions, on la voit très peu, forcément vu ce point de vue, vivre seule, avoir des moments à elle. Moi, je me souviens d'un plan sur la plage où lui va surfer et le plan un peu nous montre que
ouais, bah, elle est contente pour lui, elle profite de ces instants-là, mais tu sens que bah, elle a ce petit regret de plus pouvoir vraiment surfer et tout ça. Et alors, c'est une des rares planches que j'ai vues, que je peux comparer en fait avec comment c'était dans le film, où là, on la voit sourire, puis son sourire s'en va un peu, puis elle enlève sa bouteille d'oxygène, je crois, elle la débranche, puis elle respire un peu. Et du coup, je suis un peu en mode, bon, bah, tout a l'air d'aller, tout a l'air d'aller, toute proportion gardée, mais bon, ok, ça va, quoi. Elle profite du moment un peu. Là où, j'ai vu que dans la bande dessinée, la case, c'est une silhouette en noir juste sur elle, laissée sur la plage. Et c'est tout bête, hein. Pourtant, c'est vu de loin, mais je ressens plus, en une page vue sur Google, en plus, hein, tu vois. Ouais, la distance que ça crée, le dilemme interne que t'as de comment tu ressens une situation comme ça. Ça la caractérise plus que ce que j'aurais voulu, voilà, plus de caractérisation de Kristen. Mais d'un autre côté, moi, et c'est pour ça que je prends le film comme une œuvre à part entière. Là, c'est double adaptation, donc c'est déjà ce que AJ décide de montrer dans sa BD, et puis ensuite ce qu'on a décidé de montrer dans le film. Donc quand je parle de la narration du narrateur et de AJ, je parle presque plus du personnage et non de l'auteur. Enfin là, clairement, c'est là quand je parle de ce qu'on montre ou pas de Kristen et AJ, voilà, c'est pas l'auteur, c'est plus bon, bah il est dans le film, donc c'est vrai qu'on voit beaucoup de son point de vue, comme tu disais, et moins de Kristen, qui je fais un peu de deuil de ça, quoi. Mais c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que dans la BD c'est pire en fait. Ah ouais. Parce que en fait la BD elle est racontée à la première personne, il y a pas de bulle. Donc c'est vraiment un narrateur qui parle tout seul, donc c'est vraiment AJ qui parle tout le temps. Kristen elle s'exprime pas dans la BD. Elle a pas de moment où elle parle vraiment, puisque c'est tout et c'est lui qui raconte. C'est lui qui raconte avec du texte qui est écrit au milieu des cases, comme je ne retrouve pas le terme que je veux dire, mais voilà, c'est vraiment du texte. Il n'y a pas de dialogue, elle s'exprime pas, et donc ça crée, je trouve, encore plus une distance avec son personnage à elle. Et moi, ce qui m'a surpris en voyant le film, et j'en ai d'ailleurs parlé avec lui à ce moment-là, c'est que en fait, autant dans la BD, on la voit elle de manière très lointaine, autant dans le film, elle reprend vie quelque part, parce qu'elle bouge, parce qu'elle s'exprime, parce qu'ils ont trouvé une comédienne. Moi, je l'ai vue en VF, donc c'était Lina Koudry qui double. Donc c'est très étonnant en fait par rapport à la BD de voir le personnage de Kristen qui est présent, alors que vraiment dans la BD dans le film, alors que dans la BD il y a un vrai décalage. Je suis un peu déçue. Non, évidemment, je vais lire la BD, mais bien, voilà, c'est autre chose. C'est très bien raconté. Il y a un vrai parti pris avec la BD. Là, c'est peut-être plus assumé que ce soit un témoignage, mon point de vue, là où dans le film, comme il y a cette intention très claire de la faire, avec des guillemets, revivre par le film. T'exprimes plus difficilement un narrateur première personne par le film. C'est compliqué de tenir ça peut-être pendant 1h30. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie graphique. En fait, tu peux pas animer les planches d'Eiji Dungo telles quelles parce que c'est invendable. Tu fais pas non plus un film d'animation avec un gars qui monologue pendant 1h30. Bien sûr. Mais comme tu vois plus Kristen, t'as peut-être plus envie de dire, ah bah, elle est là, donc montre-moi, qui était mais la BD personne, exprime vraiment, à quel point il l'aime et pas comment elle a l'air d'être une personne formidable. Ouais, oui, même sans lui donner la parole, parce que c'est lui le narrateur. Oui, non, j'en doute pas. Tu comprends dans la BD qu'elle est vraiment super, hein, cette femme. Moi, c'est limite, je reste sur ma fin aussi sur quand tu dis que la réalisatrice allait rencontrer la famille de Kristen, j'aurais adoré voir plus de scènes avec elle et sa famille, son frère. Déjà, tu la vois, pourtant, tu la vois bien déjà, justement. Un peu, mais pas, je trouve que quelques scènes dédiées à AJ qui sont, c'est super, hein, ou peut-être qu'on aurait pu, évidemment, on a ni un budget infini, ni du temps infini, donc évidemment, là, je parle, si on vit dans un monde utopique, j'aurais adoré voir un peu plus de elle toute seule. C'était pour moi justement le fait qu'elle a une voix, et d'ailleurs la doubleuse je la trouve formidable en tant que Kristen. J'aurais adoré la voir plus en dehors de ce qu'elle représentait pour AJ, ce qui est peut-être très égoïste parce que c'est pas le but du film, hein. Cette œuvre est née parce qu'elle représentait quelque chose à AJ. Mais c'est vrai qu'en tant que spectatrice, j'aurais voulu un tout petit peu plus de inside, presque. Bon, ça peut sembler un peu mais voilà, un peu plus de elle qui elle était en tant que personne et pas juste la copine d'AJ. Voilà, c'est peut-être plus ça que je voulais dire. Ouais, et en même temps, je trouve qu'on la voit quand même évoluer aussi, et qu'on comprend très bien quand même comment elle ressent ces trucs. Mais je vois effectivement, par contre, c'est vrai que là où je vous rejoins, c'est que t'as ce côté,
leur histoire d'amour est à peine naissante que direct en fait de la maladie intervient et direct c'est vrai que elle perd une jambe, elle se fait amputer d'une jambe justement pour essayer d'enrayer la progression de la maladie, et tu n'as jamais l'impression d'avoir pu les voir construire leur relation amoureuse avant que la tragédie ne les touche directement. C'est vrai que moi-même là pour le coup je m'étais dit attends mais ça arrive si vite. Ça arrive vraiment déjà maintenant, et je me rappelais, et après j'avais oublié certains aspects, notamment mon cerveau avait oublié tout ce côté de elle se fait amputer, mais par rapport à quand elle le regarde surfer, t'as quand même des passages dans la BD où moi je me rappelle où je sais plus, je crois que tu la vois écrire dans son journal. Oui, ce qu'on voit aussi, c'est vrai. Voilà, c'est ça, où elle dit quand même que vu qu'elle ne peut plus le faire, le voir surfer, par contre, c'est le truc qui limite la maintien en vie, parce que il y a quand même ça qui est important. Donc t'as quand même aussi son point de vue qui s'exprime de ce côté-là, quoi. C'est vrai, mais je pense qu'il y a un truc aussi de rythme du film, en plus, qui est indéniablement lié à ça paraît. J'avais écouté un tout petit peu aussi la réalisatrice parler. Elle disait qu'ils ont dû couper 15 minutes de script pour purement des raisons de budget. Elles sont là, hein. Et pour moi c'est ça, 15 minutes elles sont là. En fait c'est ça, il y a clairement un rythme qui est pas mauvais, hein, qui est propre. Tu sens qu'ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient, qu'ils ont fait, je pense, un très bon boulot avec ce qu'ils avaient, mais ça manque un peu de temps, c'est un peu pressé. Je pense à des petits exemples de on avait parlé, mais que Kristen un moment, ça avance assez loin dans leur vie, donc elle commence quand même à travailler. Elle devient infirmière, il me semble, ou elle veut devenir infirmière. Elle fait des études pour devenir infirmière. Et t'as une phrase, et puis tu comprends, vu ce qui lui arrive, que ça la passionne, mais tu la vois peut-être pas trop plus parler de ça. Et puis tu la vois seulement une fois via l'œil d'AJ parler à une amie, mais le sujet, c'est ne dis pas à AJ que les examens se sont pas bien passés. Et tu vois qu'elle veut vraiment pas être justement la scène avec le donut dont je parle, là où il s'engueule. En fait, je crois que ça cut, ils sont dans la voiture, et puis elle dit c'est en fait si non, c'est peut-être pas la même, mais en tout cas elle dit qu'ils veulent pas vivre ensemble, c'est trop tôt. Quasiment cut avec une petite musique. 5 minutes après, elle te dit finalement on va vivre ensemble. Oui, c'est la scène d'après. Ouais. Il y a des petits, voilà, le film souffre au global d'un petit rythme qui va un poil vite. Ouais. Je pense pas que ça empêche dans les moments forts d'émotion d'en profiter. Je pense plus que c'est plus dans le bon sens, entre guillemets, c'est une bonne critique. Il aurait pu être encore plus fort. Avec un tout petit peu plus de temps, sans doute. Dire qu'on en veut plus, c'est quand même finalement une bonne chose. Oui, c'est sûr. Ouais, toi, t'as été perturbé par ces sautes de rythme un petit peu, ce côté accélération, effectivement, de certaines situations qui passent. C'est vrai que le côté de on peut pas habiter ensemble, et en fait, en moins de 10 minutes de film, il te faut 2 scènes, et finalement, ce problème est réglé, et moi, ça fait un peu genre, ah oui, ça va. Sur le moment, moi, ça m'a pas choqué. Puis je me suis fait assez vite emporter par l'émotion, et du coup, je pense que ça a un peu gommé, ça m'a un peu, le film m'a fait beaucoup pleurer, et du coup, je pense que le côté émotionnel m'a un peu gommé les défauts j'étais dans le truc, et du coup, l'aspect technique, c'est un peu passé à la trappe. Et alors, il y a aussi cet aspect de comment dépeindre correctement la fin de vie. Enfin, parce que voilà, on a tous pleuré, voilà, comme des madeleines, à différents moments peut-être, mais parce que c'est une histoire qui est triste, c'est fondamentalement triste. Et après, toi, tu disais quand même que parfois t'as l'impression que ça force un petit peu, alors ça force un peu le pathos, que ça essaie d'en faire un petit peu trop. C'est peut-être là. Toi qui n'a pas de cœur. J'ai pas de cœur. Non, mais pour de vrai, je pense que c'est qu'on a une subjectivité sur. Ma par chance, c'est j'ai pour l'instant dans ma vie, parce que ça va nous arriver, été plutôt protégé aussi de deuil immédiat, et du coup c'est quelque chose que je ressens plus directement via la fiction, et que je pensais que du coup je m'identifie plus à par exemple cette phrase où elle disait, où Kristen disait que ça aura été beau, mais j'arrive plus à pleurer sur c'est cette vie, ces moments de vie qui sont perdus, que sur le poids de la disparition, tu vois. C'est quelque chose, je le comprends évidemment, je le ressens en tant que spectateur, je le ressens peut-être pas encore dans ma chair en tant qu'être humain, je sais pas comment le dire, mais et quand tu te considères comme humain maintenant, Tom. ça arrive. Grande nouvelle. mais donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai cette petite frustration, et que c'est le propos de l'œuvre, hein, donc il y a peut-être d'autres œuvres qui parlent de deuil qui me toucheront plus aussi, et je pense que l'autre aspect qui m'a laissé peut-être un petit peu en dehors, mais qui
c'est très difficile de faire autrement, particulièrement dans une histoire d'amour, c'est que Kristen, on essaye d'en montrer quand même le positif. Je sais pas à quel point dans la BD il y a peut-être plus de petits moments où je sais pas, elle peut être un peu plus piquante, un peu plus là, elle a un caractère, mais elle est quand même vraiment magnifiée. Et comment lui en vouloir AJ de faire ça. Mais donc que ce soit même par exemple dans ce que lui fait la maladie, on sait qu'à un moment elle veut pas qu'elle la voie comme ça. Je pense qu'elle parle plus de sa fatigue, mais en fait l'animation nous montre qu'elle est un peu telle qu'elle, est souriante, tout pareil, que même quand elle faiblit vraiment, on comprend qu'il y a une certaine maigreur corporelle, mais le style assez propre du film fait que je demandais pas, tu vois, genre de voir un truc. Toi, tu voulais un truc vraiment horrible, quoi. Non, mais je pense qu'il y avait peut-être, ou encore une fois, une certaine forme de, comme je dis, de matérialité à ramener, où je trouve que ce côté très propre de la direction artistique aussi aide pas forcément ou en tout cas moi me maintient à distance également dans le pathos, qui est quelque chose de, certes, de très beau, mais aussi de très dur et de très sale, très injuste, tu vois. Et du coup, les moments en fait qui m'attrapent sont des moments très terre à terre, comme ce moment sur le parking où ils parlent, ce petit voyage qu'ils font ensemble. Je suis peut-être un peu moins par une espèce de grands moments symboliques. Je comprends, très beau, ça fait des belles scènes comme le jet de fleurs sur les vagues à la fin, avec la musique qui s'emporte un peu. Parce qu'il y a une musique qui est très présente, qui moi m'a pas tant dérangé que ça, mais qui est très présente, qui appuie. Voilà, je sais plus vraiment, tu vois, je l'ai vu à chaud, donc c'est vraiment en parlant avec vous, j'essaie de réfléchir à pourquoi il y a des petits moments qui m'ont eu moins que d'autres. C'est vrai que je peux comprendre dans quelle mesure la direction artistique et le trait peut effacer un petit peu, on va dire, ce que c'est réellement en fait une personne qui a un cancer et qui a dépéri, vraiment, parce que ça te change physiquement, ça te change une personne vraiment, surtout dans les derniers instants, et que peut-être que la direction artistique et le style de dessin, après c'est un peu aussi comme ça dans la BD, quoi, efface un petit peu, parce qu'en fait c'est déjà suffisamment terrible à vivre ou à ressentir, qu'on n'a pas besoin de t'imposer non plus. Bien sûr. Et là je pense même à un truc très 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 pragmatique sur les trigger warnings et tout, de dire voilà, en fait on n'a pas envie que, je sais pas, un tiers des spectateurs dont les proches sont morts d'un cancer ils seront déjà cassés par le film en tant que tel, mais en plus c'est des flashbacks de leurs proches dans leurs derniers mois, parce que c'est tu vois, en faisant une apparence de Kristen qui pour le coup ferait vraiment très mal au cœur aussi, parce que comme tu dis, le propos c'est aussi de la magnifier, bien sûr, dans sa vie et dans la parcelle de vie qui lui restait jusqu'au bout, plutôt que de vouloir rappeler effectivement que la mort gagnait du terrain à chaque séquence. Enfin, je pense que moi je serais parti de la salle. En effet, le film a besoin de forcer pour te terrasser. Je pensais plus que peut-être, comme on dit, la BD a ce côté tellement assumé dans son trait que tu l'acceptes dès le début, alors que là, comme il y a, c'est presque plus une question d'Uncanny Valley, presque, tu vois, comme si tu rajoutes de la vie, de la présence de la voix au personnage, du coup, les petits moments où je ressens un peu moins cette émotion-là, dans l'animation, dans la voix et tout ça, me sautent peut-être plus au jeu que dans une BD où le contrat est là dès les 3 premières pages, quoi. Mais c'est un ressenti très, très personnel pour le coup. Moi, je voulais la voir plus vivante que malade, je pense. Ouais. Et qu'on passe pas que, et je comprends, enfin, évidemment, là, on trouve des, entre guillemets, défauts / reproches, ce n'est pas. Non, on en discute. Des défauts, mais on en discute, voilà. Ouais, je tiens à dire, mais c'est vrai que, encore une fois, je vais revenir au truc, on la voit très malade, finalement, et moi, j'aurais voulu la voir. Aux 2 tiers du film, elle est malade, Exactement, et moi, j'aurais voulu la voir plus vivante. Alors que là, et on aurait eu moins, peut-être, le problème, enfin, entre guillemets, de la magnifier ou la bellifier dans sa maladie. C'est juste montrer là comment elle était, pas pour complètement retirer la maladie, mais c'est vrai qu'on la voit énormément. Même pendant la maladie, parce que tu peux montrer des moments de vie et de force, notamment peut-être plus dans la première partie de la maladie que la seconde. Oui, tu vois, mais oui, parce que ça dépend de comment ça évolue, mais oui, enfin, forcément, ça te change physiquement, et notamment, rétrospectivement, quand on va dire la date de la fin, dans les derniers mois, c'est la dernière année, c'est là où ça peut être le plus, quoi. Mais pendant le reste du temps, en fonction du traitement et tout ça, la personne peut avoir l'air tout à fait saine, en fait, et parfois t'arrives même pas à capter, en fait, qu'elle est malade, quoi. D'ailleurs, je pense, pour moi, la plus belle scène du film, enfin celle qui m'a le plus eu, c'est celle où elle se remet à surfer après sa maladie. C'est celle où tu la vois, et on va dire dans ses défauts, dans le fait qu'elle peut être bornée,
c'est le fait que tu vois et sa vulnérabilité de ce que la maladie a changé dans sa vie et sa force en même temps. Sa compatibilité, ouais. Je la trouve en plus en termes de réal super forte. Littéralement, t'as un petit plan juste sur sa prothèse sur le surf et t'as, je pense, tout le monde un moment de stress de merde. Je trouve super cette scène. C'est la mer Rose, comme tu disais. Je crois que c'est cette scène-là, mais cette scène, elle est exceptionnelle. Oui. Ouais, sur l'aspect physique, moi, j'aime. Alors c'est un peu un truc un peu perso, mais moi, j'ai perdu mes grands-parents récemment et je les ai vus très très diminués physiquement. Alors c'était pas le cancer, c'était juste la vieillesse et l'âge et je n'arrive pas à m'en rappeler. J'ai pas de souvenir de mes grands-parents diminués. Quand je repense à eux d'un point de vue, je me replonge dans leurs derniers souvenirs, je les vois en pleine santé physiquement. Dans ma tête, je veux dire. Et je transpose ça un petit peu au film et je me dis que Eiji, dans ses souvenirs visuels d'elle, peut-être qu'il a ce côté, sa mémoire a fait un petit blackout sur son aspect physique diminué. C'est sûr. Du coup, lui, il la voit que magnifiée. C'est pour ça que, du coup, dans le film, elle reste comme ça. Puis moi, je l'ai rencontré lui, j'ai eu la chance de lui parler et c'est quelqu'un d'extrêmement joyeux, solaire, et je me dis que vu ça a été un couple qui a bien fonctionné, d'après ce que le film en montre, elle était sans doute un peu comme lui, de très pleine de vie, vraiment quelqu'un de très très content, et lui il est d'une gentillesse incroyable, et voilà, ça je pense qu'il y a un peu de ça dans le film aussi. Ouais, je suis jaloux, hein, toujours que t'aies pu le rencontrer, parce que j'aimerais bien voir comment ça transforme quelqu'un, en fait, et comment il l'aborde, effectivement, parce que c'est quand même l'histoire la plus triste du monde, quoi. Ouais. Enfin, pour lui, c'est quand même vraiment horrible ce qu'il a vécu. Ouais, si jeune, de 16 à 22 ans, 23 ans, un truc comme ça. Ouais. Oh. Et moi, je lui en ai parlé, je lui ai demandé, l'interview n'était pas très longue, mais quand on s'est parlé, je lui ai demandé ce que ça faisait parce qu'on d'en parler tout à l'heure, Kristen, dans le film, elle parle alors que dans la BD, elle parle pas. Est-ce que ça l'a touché de la revoir vivante avec 3000 guillemets? En français, en plus, ça doit être trop étrange. Et quand il en parle, il a encore un petit trémolo dans la voix, il a encore un petit regard humide, alors que c'est pas un spoiler parce que son Instagram est blindé de photos. Il a refait sa vie, il a un petit bébé, il a une compagne. Donc c'est quelqu'un qui va bien en fait au quotidien. Il est plus du tout dans le drame, mais c'est aussi toujours quelque chose d'hyper fort. Ouais, bien sûr, tant mieux. Et puis c'est son succès d'édition, il vit avec elle, ou en tout cas avec ce souvenir d'elle, ou avec ce que les gens font du souvenir d'elle au quotidien, pour le coup, je pense. Donc ça doit être assez particulier, tu vois. Oui, de dire oui, parce que c'est ça qui l'a vraiment marqué, parce qu'il a, comme dit, il a fait Skating Wilder après, et il a illustré un roman aussi, mais il a pas énormément, il fait du dessin de presse, d'illustration aussi, pour le New Yorker, il a fait des expos aussi, il a s'impliqué dans beaucoup de courants artistiques, en fait, de musicaux notamment, mais oui, c'est vrai qu'en termes de BD, il y en a qu'une pour l'instant, vraiment, qui lui a permis, je pense, d'être vraiment... Après, je sais pas, peut-être que les illustrations sont très bien payées, ce qui est fort probable aussi. Pour le New Yorker, je pense que ouais. Ouais, je sais pas, moi, à chaque fois, il rejette mes dossiers, donc j'y arriverai peut-être un jour, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, c'est sûr que ça... de façon, alors on pourrait voir ça de façon ultra cynique, hein, de dire il capitalise, enfin moi je serais ce connard qui le dirait, de dire franchement AJ, est-ce que tu capitalises pas sur ta propre tragédie et le décès de ta meuf pour maintenant te faire de la thune, ce qui serait quelque chose d'assez horrible à voir comme ça, parce que je pense évidemment pas, mais de façon par contre pragmatique, oui, c'est son histoire et sa tragédie qui lui permettent qui lui ont permis aussi d'être sûrement le plus connu et de faire qu'on s'intéresse justement à cette histoire pour en faire un film, quoi. Donc après je trouve que la conclusion au final, c'est le message de la BD. Je trouvais qu'elle était assez bien amenée, de dire au final, parce que t'as ce côté, t'as le décès de Kristen, donc c'est vraiment l'instant le plus dur du film, enfin vraiment le décès de Kristen. Et puis après t'as un peu ce côté de une fois que c'est passé, qu'est-ce qu'on essaye de faire, et ça rejoint du coup ce pourquoi c'est quelqu'un qui est si joyeux et si plein de vie aussi, c'est parce qu'il dit de toute façon
le chagrin et le deuil, enfin tout ça, c'est les vagues, c'est des hauts et des bas, il y a qu'une seule chose à faire dans les vagues, c'est continuer de surfer. Et ça, je trouvais que c'était vraiment, enfin, je l'attendais de toute façon parce que moi c'était la phrase qui m'avait marqué aussi dans la BD, quoi, cette qui lui donne son titre et cette métaphore, qui donne le titre et voilà ces trucs, et te dire bon bah quand est-ce que ça va arriver. Et je trouvais que c'était assez logique effectivement de l'amener à la fin, parce que aussi même par rapport à tout le film où pendant les 2 tiers Kristen est malade et puis décède, bah t'as quand même une conclusion qui te dit bon allez, bah la vie de toute façon elle va te rouler elle va te rouler sur la gueule, mais t'as ta planche de surf et voilà, il faut continuer aussi à aller de l'avant, quoi que la vie t'amène, quoi. Je sais pas comment vous l'avez trouvé aussi cette conclusion. La conclusion, je pense que j'aurais adoré voir juste une dernière, le souvenir de lui écrire, de la voir en fait en miroir dans les vagues. Ça m'a déçu qu'elle soit juste, je comprends, hein, c'est le truc de, en fait, c'est elle qui lui a appris le surf et à pas avoir peur de la mer, mais c'est ce côté presque, elle reste une muse. Alors j'aurais adoré, encore une fois, je reviens sur ce truc, j'aurais adoré voir une dernière scène avec eux tous les deux. Parce qu'en fait, moi, je vais avoir une larme aux yeux. Si je perdais quelqu'un, c'est ça en fait, que c'est une dernière bribe de qui était cette personne et le souvenir que je me ferais passer en boucle. Et évidemment là je pars d'un point de vue très très personnel, mais c'est vrai que je suis encore une fois en mode rien d'autre vraiment. Ah oui, juste son visage dans les vagues qui est magnifique, c'est très poétique, mais d'un point de vue de genre ce que ça représente, elle est devenue très symbolique, plutôt que j'aurais adoré voir une dernière scène d'intimité ou une dernière phrase ou un dernier câlin ou juste quelque chose de eux ensemble, que l'être humain revienne quand même un peu au-delà plus que le symbole, plus que le symbole, ce qui est beau. Enfin, il est connecté avec elle à travers le surf, mais c'est vrai que dans l'imagerie, c'est je sais pas, c'est une personne, et j'aurais voulu voir un peu plus de cette personne, un truc, parce qu'on la voit, je pense que ça revient encore une fois, peut-être je suis un peu trop focus là-dessus, ça revient des 40 minutes qu'on a eu de elle malade. J'aurais adoré voir une scène de elle vivante dans son esprit, parce qu'en fait c'est tout ce qui nous reste. C'est le souvenir, évidemment, bon, c'est montré à travers son amour du surf, qui est très très lié à Kristen. Mais c'est vrai que personnellement, cette fin, j'étais un peu en mode ah oui, ok, on a juste une image dans les vagues, et c'est très beau, mais personnellement, j'aurais voulu voir un peu plus de Kristen, quoi. Après, t'as quand même le lien avec la BD qui est fait aussi, puisque t'as ce côté de je veux que tu me fasses une promesse, je veux que tu me racontes mon histoire, et tu recoupes. Mais oui, t'as le dire quelque chose. Parce quand on en parlait un peu en off, c'est ce que tu disais, c'était aussi la phrase de Kristen de je veux vivre à travers tes BD, à travers ton dessin, qui était toi ce que tu disais comme l'aspect que tu trouvais un peu ouais, mais en même temps l'aspect un peu ambigu de t'es en mode est-ce qu'elle vit tant par les dessins, ou est-ce qu'on la voit juste mourir par les dessins, mais il manque cette période de vie, quoi. Dans mon moment très après le film, juste après le film, en chiale, voilà, genre mais on la voit que mourir. Moi je voulais la voir vivre, et donc je pense que c'est ce sentiment, parce qu'on l'a vu hier, donc je pense que c'est ce sentiment qui reste. Évidemment, il y a c'est le film, hein, c'est ce qui lui est arrivé. C'est vrai que d'avoir juste la fin de juste son visage dans les vagues, ça m'a un peu, voilà, c'était pas suffisant pour moi comme fin, voilà. Mais c'est très très personnel, et ça reste une fin très jolie quand même. Non, mais je suis complètement d'accord, moi, je trouve. Et puis en plus, ça aurait permis de légèrement déconstruire le récit et de revenir à un truc, de caler un petit flashback en dernier, on revient tout au début, on les montre, je sais pas, à une scène autour de la boum ou du premier baiser, vraiment tout au début de leur histoire. Ça aurait été cool de caler ça à la fin, un petit truc. Une petite phrase en plus, un petit truc qu'on n'aurait pas partagé avec le spectateur juste avant. Enfin, tu sais, juste une petite graine en plus, quelque chose, quoi. Ça rajoute à cette fin, enfin, ça finit là où ça doit finir, ça cut là où tu sais que ça va cutter, et après moi, j'ai le même rapport sur la scène de ce qui est montré, mais comme dit Arnaud, par contre j'avoue le monologue de fin m'a beaucoup eu. Enfin, c'est toujours fort parce que ça arrive pas si souvent, c'est quand le titre prend tout son sens, tu vois, et c'est vrai que ce qu'il dit est super. Je pense qu'il y a justement un truc où, comme là il parle vraiment de son deuil à lui après qu'elle soit partie, il y a un truc très très sincère où j'ai plus cette dichotomie de je les vois tous les deux mais je vois surtout lui. Là j'ai vraiment non, là il parle de lui après, et donc il y a un truc hyper sincère, pour le coup hyper bien écrit, je trouve, dans l'image est superbe, quoi. Donc je reste quand même sur une bonne note, où visuellement la scène n'est pas ce que j'ai préféré.
On a regardé il y a pas longtemps Les Rois de la Glisse, Surf's Up. Je sais pas si vous voyez. J'allais le mentionner. Voilà, c'est ce film d'animation avec des pingouins, non? C'est ça, c'est des pingouins qui font du surf. Avec des pingouins qui font du surf. C'est exceptionnel. Et c'est pas normal que j'ai été plus touché par la scène de surf de fin des Rois de la Glisse que celle d'In Waves. Mais heureusement le dialogue et le monologue, je trouve, vient vraiment boucler ça de manière assez magistrale. Et que tu dis dans la BD se termine par cette phrase-là ou c'est plutôt une non, c'est non, parce qu'en fait ça se rapporte à la fois au deuil mais aussi au combat contre la maladie, parce que c'est vraiment t'as vraiment les vagues, c'est parfois t'es en haut de la vague et parce que justement t'as de l'espoir parce que ça va un peu mieux et parfois tu subis le traitement et t'es fatigué et c'est compliqué, donc t'es au creux de la vague et le fait c'est que en fait et ça se rapporte du coup à la fois et au combat contre la maladie et au deuil après, où t'as des phases où tu crois que tu vas un petit peu mieux puis en fait tu replonges, donc là ça enferme un peu plus le sens, mais c'est quand même, ça tombe bien dans le film, je me rappelle plus si ça se finit comme ça ou pas. Comme dit, je l'ai refeuilleté, mais je l'ai pas relu parce que je tiens à ma santé mentale aussi, quoi. Mais c'est vrai que le côté j'entends ce que tu dis sur on aurait voulu remettre un peu de vivant, un peu de tendresse, et en même temps si tu fais ça ça te détruit d'autant plus que tu sais que de toute façon c'est une chimère, quoi, et que tu peux plus y avoir. C'est pour ça que moi je te demandais avant, à partir de quand t'as pleuré sur le film, tu vois. Moi c'est dès leur premier baiser, en fait, parce que quand tu connais la fin, tu trouves ça te prend directement d'autant plus tragique, en fait, de dire mais en fait tout ça ce sera fini, et donc tu vois, je trouve que le côté tragique est encore plus amplifié. Donc si après tout ce qui s'est passé, tu remets une scène justement de rappelez-vous comment c'était bien quand même. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Oui, mais justement ça va au sens t'as pas à la montrer mourir pour ses actrices, en les montrant vivre, c'est déjà dévastateur. Et après c'est très certainement aussi lié à une façon de penser, tu vois, parce que tu vois, quand Marc dit qu'il se souvient que de tes grands-parents, tu vois, en bonne santé et tout ça, moi je suis quand même hanté par ma maman dans ces derniers mois, tu vois, et j'arrive pas à l'oublier. Et heureusement, j'ai quand même j'ai plein de souvenirs d'elle en bonne santé, mais j'arrive pas à l'oublier, quoi, tu vois, dans ces derniers mois. Donc tu vois, ça dépend aussi, parce que moi je suis très négatif de façon dans ma façon de penser, tu vois, je suis quelqu'un de très... Tu mets du deuil ou de la dépression dans des BD, Arnaud il en parle sur First Print, hein. Non mais tu vois, il y a des gens qui sont, moi je pense, je suis pas AJ Dunko, tu vois, je serais incapable d'être déjà je pense que j'ai pas guéri du décès de ma mère, tu vois, et que si je devais en faire une BD, ce serait quand même un truc qui serait vraiment horrible, en fait, où je mettrais que des trucs toutes mes pensées négatives dedans, alors que lui, justement, il essaie d'en faire quelque chose de sort. Donc j'imagine que si j'avais une histoire d'amour comme lui et que ma chérie décédait, je serais incapable d'être solaire comme il a l'air de l'être, tu vois. Donc c'est vraiment une question de point de vue aussi, quoi, de voir. Et je sais que moi, si on concluait le film avec un flashback c'était de l'époque où ils sont heureux, amoureux, où ils savent pas ce qui les attend. Moi, je trouve ça mentalement, je trouve ça vraiment horrible, quoi. Parce que, mais c'est comme ça qu'il faut finir le film. Parce que malsain, ou genre... pas malsain, mais juste que ça te rajoute un poids sur le truc, ça vient te rappeler encore plus que c'était pas possible, quoi, tu vois, que ça n'allait pas avoir lieu. C'est pour ça qu'effectivement, quand elle dit ça aurait été une belle histoire quand même et tout. Non, mais ça, là, je suis d'accord. Moi, là, j'étais un peu... allez vous faire foutre, hein, vraiment, là, c'est bon, c'est trop, j'en ai marre. C'est un film pour pleurer, hein. On savait à quoi s'attendre. Mais de toute façon, moi, déjà, après, moi, j'ai un rapport super fort à cette BD, donc moi, dès le générique, dès l'ouverture, parce que je savais, et que à chaque scène et tout ça, j'avais les souvenirs de la BD, de la lecture, et vraiment, c'était horrible. Moi, c'était une séance vraiment infernal, et heureusement on n'était pas je m'étais positionné parce que je savais, je me suis mis tout devant pour que personne me voie, personne m'entende et tout ça. Et alors faut redire ta respiration parce que tu vas partir en sanglots et tu dois faire quoi. Non mais franchement faut avoir des entraînements, en fait, pour ce genre de trucs. Mais après je le savais, je le savais, quoi. Je sais, c'était presque un peu masochiste, quoi, d'aller voir ce truc là, quoi. Je sais pas si vous voulez rajouter un petit truc autour aussi. Vous pensez qu'on a fait le tour du film? Non, je pense qu'on est pas mal. Moi, je dirais un gros bravo quand même aux personnes de l'équipe qui ont bossé sur ce film, les animateurs, la réalisatrice, les artistes, les personnes en production. Enfin, je sais ce que ça demande. Toi, tu sais, je sais. Et c'est
énorme et c'est constamment se battre pour faire financer les films d'animation en France, et c'est vraiment, on fait ça très très bien en France quand même, et on a beaucoup de chance de pouvoir faire des films d'animation en français, et c'est magnifique, et j'ai hâte, et on a une année exceptionnelle en film d'animation, donc essayez de ça fait soutenir, quelques années de toute façon qu'on est quand même très très bien. Il y avait Flow, c'était l'an dernier. Flow, c'était peut-être il y a 2 ans l'année dernière, oui. Oui, il y a eu Flow, il y a eu Arco, Mars Express. Oui, voilà, Arco, Mars Express, Flow déjà. Voilà. Oui, et cette année n'est pas finie, parce que. Oui, est-ce que je plug il y a un film qui arrive sur lequel t'as bossé. Oui, moi j'ai bossé sur Le Corset de Louis Clichy. Ah oui, mais qui a eu des bêtes de critiques aussi déjà. 3 prix à Annecy, dont le prix du public. Ah oui, ok. Et du coup, moi, et un prix spécial. Mais est-ce qu'il fallait pas commencer par ça Mais non, on est là pour parler de InWaves. On est là pour parler de InWaves. Alors moi, je l'ai vu, Le Corset, il y a eu de la reprise d'Annecy à Paris. Et on se connaît pas, du coup je peux dire, j'ai trouvé ça absolument sublime. C'est zinzin, Le Corset. Il y a un travail de maboule, c'est de l'animation 2D à l'ancienne, magnifique, avec des idées géniales de mise en scène, sur le point de départ d'une histoire qui est toute simple, un petit garçon qui vit à la campagne, qui a des problèmes de dos et donc il doit porter un corset, et ça va un peu chambouler sa vie, mais il y a des trucs moi ça m'a ravagé, D'ailleurs, très honnêtement, je comprends toujours pas pourquoi est-ce que le film est pas reparti avec le Cristal à Annecy, qui est le premier prix. À mon avis, parce qu'il a eu un prix à Cannes et qu'un festival a intérêt à se démarquer dans ce qui récompense. Je l'ai pas vu, mais le film qui a été le plus primé qui a eu le Cristal à Annecy, le violon, je crois, ou le violoncelle. Le violoniste. Moi, j'ai des échos pas terribles. Et du coup, sujet, je sais pas, il y avait InWaves, il y avait Le Corset, il y a eu Carmen, il y a eu... Qu'est-ce qui est passé par la tête du jury d'Annecy de filer la grosse récompense à un prix qui aurait peut-être mérité la 3e marche du podium, quoi. Ah non, Le Corset, c'est zinzin, ça sort en octobre, je crois. Le 14 octobre. Allez au cinéma. Dingue. C'est exceptionnel. Ouais, je suis très heureuse que ça plaît autant. Ouais. C'est bien, fallait en parler maintenant, comme c'est pas du comics, tu pourras pas le traiter, mais allez voir Le Corset. Non, mais on ira. 14 octobre. Après, la directrice artistique a fait une BD. Donc, voilà. Donc, je pluguerai. Écoute, on découvrira ça plus tard. Oui. Très bien. Donc le Corset en octobre au cinéma, et donc vous irez tous le voir parce que notre invité a travaillé dessus. Et donc maintenant vous êtes obligés, c'est tout. C'est pas moi qui fais les règles. C'est la loi. C'est comme ça. C'est exactement comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Lucia, Marc, Johan, avec plaisir d'avoir participé à ce podcast. Donc InWaves, à l'heure où on enregistre ce podcast et où il sera mis en ligne, il sera encore diffusé dans les salles de cinéma. Ça fait un bon mois qu'il est sorti. Donc si on sait, vous êtes allé voir Spider-Man, c'est bon, vous êtes allé voir 2 fois. Vous êtes allé voir l'Odyssée aussi parce qu'il fallait aller voir l'Odyssée. Maintenant que vous avez fait ça, allez voir InWaves. La canicule continue, donc exactement, de toute façon, voilà, on va profiter des vous êtes tous en train de crever de chaud de toute façon, donc même si ça dure que 1h20, 1h15, c'est au moins vous serez au frais, et hydratez-vous bien avant puisque vous allez perdre toute l'eau de votre corps dans vos larmes. Et la BD est disponible également chez Casterman, n'hésitez pas à la lire, c'est un chef-d'œuvre. Du reste, si ce podcast vous a plu, vous pouvez faire découvrir le podcast tout simplement en le partageant, en parlant autour de vous. Vous pouvez commenter l'émission sur les différentes plateformes, sur notre Discord, et vous pouvez également nous soutenir sur notre Tipeee. Et puis je vous dis à tous les 3 à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Salut. Salut.